Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TEN TV. Ravi de vous retrouver en ce samedi 5 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. Naviguer, oui, mais pas sans règles. La brigade nautique de Papeete a lancé sa campagne de sensibilisation sur les lagons. Pas d'infraction pour l'instant, mais les contrôles se poursuivent avec de nouveaux moyens. Depuis le 20 juin, la direction du travail dispose d'une cellule dédiée aux fraudes, travail dissimulé, fausses patentes, manquement à la CPS. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 178 000 francs. Plus d'explications dans quelques instants. Tahiti, toujours et encore en tête en ce 6e jour de compétition des Jeux du Pacifique. Nos athlètes enchaînent les bonnes performances et restent indétrônables avec un total de 103 médailles. On fait le point avec notre envoyé spécial. Ce matin, la brigade nautique de Papeete a mené une série de contrôles sur les lagons pour rappeler les règles élémentaires de navigation. Aucun écart relevé, mais la surveillance continue sur l'eau comme dans les airs à l'aide des drones. Un reportage de Nicolas Pérez et Heymanu Manuthei. On va contrôler, on fait un petit contrôle. La traditionnelle piqûre de rappel des règles de navigation a repris sur les lagons polynésiens. Des règles appliquées tout au long de l'année, mais qu'il faut parfois rappeler. Si tu fais du snorkeling à des endroits où il y a pas pied, il faut que tu aies la formation et randonner à côté. Et normalement, les gens, quand ils passent leur permis côtier, ils sont informés de la liste du matériel obligatoire à bord. Après, il y a quelques négligences, des oublis où ils l'ont acheté et ils ne le revérifient pas. Souvent, c'est ça les petites infractions maritimes qu'on relève. Pour ce professionnel de la plaisance, ce type d'opération est utile. Ça permet aussi de refaire des mises à jour un petit peu sur ce qu'on n'a pas forcément entendu, sur ce qu'on n'est pas forcément au courant. Donc ça permet de rectifier le tir, avant les sanctions. Certains qui connaissent la réglementation, souvent, ils essayent de faire comme s'ils n'en avaient pas entendu parler. Mais après, si déjà on les donne les informations qu'il faut, à nouveau quand on les revoit, parce que les bateaux sont les mêmes, là on les verbalise. On ne fait pas que répéter. Entre les différents bateaux présents sur l'eau et les pratiquants de sports de loisirs parfois insouciants, les agents de la brigade nautique doivent souvent rappeler que la mer est un espace qu'on doit partager. Globalement, je pense qu'il y a quand même plutôt un bon respect mutuel des usages, mais c'est important que les services de sécurité soient présents pour rappeler les évolutions réglementaires et identifier quand il y a des comportements déviants, vraiment y mettre fin. Si les contrôles se font en général sur l'eau, les observations se feront dorénavant dans les airs grâce à un drone. C'est sur plusieurs kilomètres qu'on pourra procéder au visionnage des infractions. Avant même d'arriver sur le secteur, constater un comportement anormal de ces prestataires et leur rappeler que la mise en danger de la vie d'autrui est une infraction grave et qu'ils devront faire très attention dorénavant. En 2024, plus de 130 contrôles ont été réalisés sur Tahiti et Moorea. Grâce à ce travail de prévention, seules quelques contraventions pour vitesse excessive ont été dressées. Après Pireh et Mamao, les manèges d'Utumaoro ont reçu la visite inopinée de la direction du travail et du service de santé environnementale. Si les forains acceptent le principe des contrôles, ils dénoncent une accumulation de règles qui freinent leur activité. Plus d'explications avec Sam Teinaoré. Depuis toutes ces années où on a travaillé comme ça, nous dans les manèges, on déclare nos travailleurs. Le contrôle inopiné s'est déroulé un peu avant la tombée de la nuit. Plusieurs agents de la direction du travail et du service de santé environnementale, accompagnés de gendarmes, ont interrogé les forains et certains de leurs employés. C'est la première fois que ce type de contrôle intervient pendant la fête foraine, alors qu'auparavant, il se faisait avant l'ouverture. Mais cela n'a posé aucune difficulté aux forains d'Utumaoro qui s'installent ici de fin juin à début août depuis 8 ans. La seule vraie difficulté est de se conformer à l'évolution des règles. On est habitué à monter les manèges, premièrement. Donc, il y a des choses qui nous demandent de faire en plus.
que nous, en tant que propriétaires de manège, on n'a pas l'habitude du tout de le faire parce que même en France, on ne peut pas faire venir quelqu'un de l'extérieur, par exemple, pour travailler en hauteur. Et il nous demande d'avoir des... Si on travaille en hauteur, il faut avoir le papier disant que tu peux faire ces travaux en hauteur. Là. Cette année, les retards de contrôle des manèges a empêché certains d'ouvrir au public, des retards qui ont engendré une baisse significative de la fréquentation des manèges d'Outumaouro. Et justement, ces contrôles s'inscrivent dans une opération lancée depuis le 20 juin par la Direction du Travail. Une cellule spéciale cible le travail dissimulé, les fausses patentes et les fraudes à la CPS. Les baraques foraines ont été les premières visées. Explication avec Sam Teinaouré et Jeanne Tinoroua. Ça, c'est un paquet d'auditions. Dans les bureaux de la Direction du Travail à Pape-Été, la responsable de la nouvelle cellule consulte les premières fiches d'audition. Ces documents concernent des travailleurs rencontrés lors de contrôles menés dans une fête foraine. Chaque année, ces événements font l'objet d'inspections, principalement sur les questions de sécurité et santé au travail. Mais cette fois, les vérifications s'étendent à la légalité des contrats de travail, aux déclarations sociales et aux conditions d'emploi. Oui, on a vu pas mal de manquements, des absences de déclaration au niveau de la CPS, absence de paiement au SMIG. On a vu aussi un mineur de 15 ans. Le Code du travail interdit l'emploi de mineurs de moins de 16 ans en travail de nuit. Donc là aussi, ça va être rappelé aux forains. Des contrôles qui sont déclenchés suite à des signalements. Depuis le début de l'année, ces alertes ont triplé à la Direction du Travail. La nouvelle cellule traite donc ces dénonciations en priorité. Les sanctions peuvent être lourdes, jusqu'à 178 000 francs pour une absence de déclaration auprès de la CPS, 89 000 francs pour un bulletin de salaire non délivré. Des chiffres qui rappellent l'importance de se mettre en conformité. Le travail illégal, c'est quoi? C'est à la base déjà déclarer son entreprise. Il y a des entreprises qui fonctionnent sans avoir de numéro de TETI. Ne pas remettre un bulletin de salaire à une personne, la sous-déclarer, prendre des faux patentés. La lutte contre le travail illégal, un combat de longue date pour les chefs d'entreprise qui restent pourtant sceptiques face aux moyens alloués à cette nouvelle entité. On est un peu surpris, mais en même temps, ça part certainement d'un bon sentiment d'essayer de travailler contre le travail illégal. Je rappelle que on devait déjà le faire. Donc créer une cellule pour quelque chose qu'on fait direct, ça veut dire qu'on va s'intéresser de plus près. Néanmoins, nous, ce qu'on constate, c'est que les moyens de l'inspection du travail n'ont pas augmenté. On sait qu'il manque des postes à l'inspection du travail, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on répète les mêmes choses. Et donc si c'est pour faire un effet d'annonce, on considère que la priorité, c'est de renforcer les effectifs de l'inspection du travail. Parce que faire à enveloppe constante le même travail que l'on faisait, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'inspection du travail n'a pas les moyens de sa mission. Actuellement, la cellule s'appuie sur une inspectrice et 5 contrôleurs. Pour une action efficace, les besoins sont de 7 inspecteurs, 11 contrôleurs et 5 assistants. Et pour connaître vos droits en tant que salarié, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de la Direction du Travail ou sur son site www.service-public.pf. À Tautira, 400 chrétiens ont marché en prière ce samedi du parc Teafa jusqu'à l'église Mariano Terrao pour recevoir l'indulgence plénière. Un rendez-vous exceptionnel qui s'inscrit dans les célébrations du jubilé de l'église qui n'a lieu que tous les 50 ans. Catholiques, protestants et sanito étaient réunis. Les explications du père Bruno Maille au micro de Tauhiti Taunua Moussan. On a des nœuds, on a des blessures dans notre histoire. Et ce sont des blocages dans nos comportements. Et l'indigence plénière, même si tu as pardonné, ça reste les blessures. Tu as confessé, mais toujours le même péché qui revient. C'est l'indigence plénière qui va pénétrer au fond de toi, la grâce de Dieu qui va tout déraciner ça. Et l'indigence plénière, c'est une grâce que Dieu donne depuis l'Ancien Testament. C'est tous les 50 ans. Là, nous, le pape a raccourci pour 25 ans, c'est tous les 25 ans. Chaque indigence plénière, il y a un thème. Cette année, c'est l'espérance, l'année de l'espérance, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe autour de nous, on perd le moral qu'on s'essaie de vivre, mais l'espérance, ça nous permet d'aller au-delà, au-dessus de toute souffrance, de tout problème, parce que l'espérance, c'est une grâce, c'est Dieu lui-même.
Retour en force pour la Fatih Moorea. Après 2 ans d'absence, la célèbre course de pirogue a attiré la foule dès le départ à Taoné. Au terme des 66 km de course, Shelva'a s'est imposé tout le long en dominant la compétition, suivi par Enviropol et Manihiva'a. On écoute l'entraîneur de Shelva'a, David Tepava, au micro de Tauhiti Tonio Moussan. Voilà, honnêtement, moi j'aurais préféré faire le Fatih Moorea pour justement faire goûter à mes gars c'est quoi la longue distance. Aujourd'hui, 4 heures, c'est pas encore assez, voilà, c'est tout pour la suite. Avec une nuit c'est lent et j'aurais aimé faire le tour. Voilà, 5 secondes, 5 secondes minimum. Du coup c'était un challenge personnellement parce qu'on est toujours dans l'apprentissage, on est toujours sur les petits détails et on essaie de course après course pour finir un peu ces détails-là. C'est en bonne progression. Oui, carrément. C'est sur la vitesse qu'on avait à Tétinoué, Vodafone et aujourd'hui on a mieux tenu encore la vitesse et puis c'est ce qu'on voulait en tout cas, c'est ce que je recherchais suivant notre travail. Mais honnêtement aujourd'hui on a torché quand même. Dommage, les autres ne sont pas venus parce que c'était eux les favoris. Nous honnêtement comme je disais il y a 2 semaines, j'aimerais bien voir 2 semaines après qu'est-ce qu'on vaut. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui c'est pas mal. Chez les juniors filles, c'est Manihiva'a qui arrive en tête. Chez les garçons, il s'agit de la team OPT. Et dans la catégorie mixte, Tahuareva no Tautira arrive en tête. Sport toujours avec les mini-jeux du Pacifique. Après, les bassins, nos nageurs ont terminé leur semaine avec les épreuves d'eau libre et même en mer, ils continuent de dominer. Tahiti décroche ainsi 3 nouvelles médailles d'or. Reportage de notre envoyé spécial Oriano Tefau. Clap de fin pour nos nageurs dans le parcours de 5 km, une course tactique parfaitement maîtrisée par nos représentants. Dans les eaux profondes de Palau, le duo Enoa Vial et Naelu a pris les devants dès le départ. Objectif, fatiguer le Calédonien et l'amener à craquer. Mission accomplie, Naël termine avec un finish parfait, juste devant Enoa. Résultat, de l'or et de l'argent pour Tahiti chez les hommes. Il y avait le Calédonien qui était derrière, mais on ne l'a pas laissé passer devant, on voulait le tuer psychologiquement tout le long de la course. C'est ce qu'on a fait parce que dès qu'il voulait passer un peu devant, moi je me redéportais sur Enoa pour ne pas le laisser passer et pour qu'il soit en sandwich entre nous deux. Mais il a bien joué la course et après ça se joue au finish comme d'habitude, le libre c'est toujours ça. Et Enoa fait un super finish pour aller le battre et moi je suis parti tout seul devant. Chez les filles, la stratégie porte également ses fruits. Lily Païs s'impose, suivi de près par Deoti Vido qui prend la 2e place, 2 médailles supplémentaires pour Tahiti. Ça s'est bien passé, j'ai un peu accéléré au début, après j'ai maintenu l'allure et j'ai accéléré la dernière bouée et voilà, j'ai géré ma course, ça s'est bien passé. Même en pleine mer, les nageurs tahitiens ont imposé leur rythme. L'équipe a également brillé en remportant l'or dans le relais mixte. Bilan de cette dernière journée, 5 médailles, dont 3 en or et 2 en argent. 6e journée des Jeux du Pacifique en beach volley. Les garçons poursuivent l'aventure, mais les filles sont éliminées. Les volleyeurs de salle, quant à eux, poursuivent côté masculin comme féminin. Et en handisport, Christian Chiaï décroche le bronze sur le 100 mètres fauteuil. Le résumé avec Oriano Tefau. En beach volley, après une victoire 2-7-0 contre Guam, le duo Rotinikari et Hevanoa Vaki se qualifie pour les demi-finales. De leur côté, les filles, après avoir battu l'équipe de Palau, ont rencontré des difficultés face à l'Australie et sont éliminées. En volleyball, les garçons ont dominé la Nouvelle-Calédonie 3-7-0 et se qualifient pour les demi-finales où ils affronteront la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les filles, quant à elles, remportent leur match 3-7-0 contre Palau. Qualifié, donc normalement on est toujours premier au classement général, donc on attend les autres résultats entre Micronésie et Papou et Wallis contre Marianne. Normalement on doit jouer le 4e si on reste toujours premier de la poule. Oui, ça permet de nous mettre encore en confiance. Là on est sur la bonne lancée, sur un bon dynamisme, j'espère qu'on continuera pareil. Pour cette 2e journée d'athlétisme, Christian Chiaï a participé au 100 mètres fauteuil roulant où il termine 3e. Le sportif se prépare maintenant pour les épreuves de lancer de poids et de disque avec l'ambition de donner le meilleur de lui-même pour représenter au mieux Tahiti. En fait, on m'a sollicité si je pouvais faire au moins le 100 mètres avec quelques participants. Et du coup, moi j'ai juste demandé la condition qu'on soit tous sur le même fauteuil. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'acheter des fauteuils de course.
Du coup, ils étaient tous d'accord qu'on puisse s'aligner sur des fauteuils normaux, quoi. Dommage que j'ai freiné à la fin, parce que je commençais à rattraper le deuxième, quoi. J'étais pas loin du deuxième, mais bon, c'est le sport, hein, c'est comme ça. Hein. À l'issue de cette journée de compétition, Tahiti reste largement en tête du classement avec 103 médailles, 53 en or, 32 en argent et 18 en bronze. En deuxième position, on retrouve les Samoa, suivis des Fidji et de l'Australie. On clôture l'actualité sportive du côté de Palau. De la couleur, du goût et beaucoup de créativité sur scène, à Reatea, le Heiwai Uturoa a accueilli un concours original. Le plus bel umete de fruits et le plus beau bouquet de fleurs. 20 candidats se sont affrontés sous les yeux d'un jury exigeant et d'un public conquis. Reportage de Jessica Doucet. Sur le plan de travail, les concurrents sont concentrés, l'ambiance est studieuse, mais l'excitation est palpable. Objectif du soir, réaliser un umete de fruits en utilisant uniquement des produits locaux et un bouquet de fleurs entièrement rouges. Mais attention, le jury a mis la barre haute, seuls les matériaux naturels sont autorisés. C'est interdit les matériaux importés. Là, on a dans la réglementation, on a exigé que le matériau local, la technique aussi et le matériau qu'ils ont utilisé pour pouvoir confectionner leur bouquet. Des restrictions qui ne freinent pas leur créativité. Chaque année, il faut surprendre et cette édition ne déroge pas à la règle. Il faut innover à chaque fois. Oui, à chaque fois, il faut innover comme vous voyez. Et de chercher un peu autre chose par rapport aux premières années où on est venu passer. Le concours séduit de nouveaux talents. Cette année, 3 hommes ont relevé le défi. Gaston, pionnier parmi eux, avoue avoir dû surmonter quelques appréhensions. Au début, j'avais eu honte. Hein? Et c'est ma femme qui m'a poussé. Va, allez, continue, n'y lâche pas. Et là, aujourd'hui, j'ai aimé, beaucoup aimé. Là. Ta première année? Non, là, ça fait 7 ans. Tu es devenu un habitué. Voilà, c'est habitué maintenant. Un franc succès pour cette édition. Les compositions, véritables œuvres d'art, célèbrent la richesse du Fénois. Les touristes subjugués n'en reviennent pas. Alors, c'est vraiment très joli. On ne s'attendait pas à moins de toute façon parce que, voilà, vu la végétation ici, ça peut faire que des beaux bouquets. Et puis, on sent qu'il y a de l'expérience. Il y a plein de choses locales et du coup, ça nous fait découvrir d'autres choses qu'on n'avait pas encore vues. Après 1h30 d'épreuve, 45 minutes par catégorie, le jury a tranché. C'est Emma qui remporte le prix du plus bel umete et Emma également qui décroche celui du plus beau bouquet de fleurs. Un concours qui célèbre à la fois la beauté de la nature et le talent des habitants, le tout dans l'esprit chaleureux du Heiwa. Et la 36e édition du Heiwai Te Rimai réunit cette année les 5 archipels à Mamao. Sculpture, vannerie, bijouterie, les jeunes artisans y perpétuent les gestes transmis sous le regard des anciens. Des ateliers et des démonstrations rythment l'événement qui se tiendra jusqu'au 13 juillet. Thomas Chabrol et Heymanu Manutei sont allés sur place. Discret derrière son stand de bijoux, Yannick, 27 ans, ponce, découpe et travaille la nacre pour une nouvelle création. La voie de l'artisanat lui a été transmise par sa mère originaire de Rimatara. Formé d'abord au tressage, il a développé son goût pour la bijouterie au fur et à mesure de ses études à l'école Poly 3D. J'ai appris vraiment le travail artistique, l'idée, avoir une idée, ensuite la poser sur papier, faire des itérations, revenir dessus pour pouvoir sortir un design qui est propre et fini et professionnel. Ça m'aide énormément dans ce que je fais aujourd'hui, dans les bijoux, dans la création de bijoux. Ça, j'adore vraiment travailler avec mes mains, toucher, sentir en fait la matière, ce qui me manquait un petit peu, je pense, dans mon ancien travail. Le salon Heiwa Rimai, une vitrine colorée des archipels, sculptures en bois ou en os, colliers de coquillages, tapas, l'artisanat sous toutes ses formes. Ainui, elle, a appris la vannerie sur son île natale de Rorutu dès l'âge de 12 ans. Depuis, elle y développe sa créativité avec fierté. Le temps du salon, elle initie des débutants à la confection de boîtes à bijoux en pandanus dans cet atelier de tressage. Comme je voyais souvent ma maman tresser, faire le tressage et tout, du coup je me suis initiée avec elle et jusqu'à maintenant je le pratique. Et c'est le travail de nos ancêtres aussi, voilà, et du coup c'est bien pour nous les jeunes de pratiquer ça, de pratiquer l'artisanat. La jeune génération n'oublie cependant pas de se tourner vers les mamas
pour parfaire les gestes et les techniques, être minutieux, patient et persévérant pour développer sa gamme de produits. Micheline participe depuis 18 ans au salon et elle apprécie de voir chaque année de jeunes artisans. Il faut pouvoir se démarquer des autres pour que justement notre patte soit reconnue. Alors j'ai un regard très bienveillant par rapport à cette jeune génération qui se lance dans l'artisanat. Parce que l'artisanat, ce n'est pas un métier facile. Il faut savoir gérer plusieurs choses. D'abord être créatif, ensuite être bon gestionnaire aussi. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Hein? Des démonstrations et d'autres ateliers créatifs sont au programme du Heiva Rimahi, de quoi séduire les visiteurs en quête d'une création locale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après Waves, suivi de votre émission Au cœur du Heiva. Je vous souhaite une agréable soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain dès 18h30. On se quitte sur ces images du Heiva avec la prestation du groupe Reo Papara dans la catégorie Taravat Haiti.